Bonsoir, Lisa. Donc, vous pouvez voir qu'on a maintenant un message qui les invite à continuer pour l'enregistrement. Donc, c'est débuté. Et les présentations elles-mêmes durent 15 minutes, puis on allume une période de 5 minutes de questions à la fin. Vous pouvez déposer en levant la main ou bien en envoyant un message via le chat. Donc, sans plus tarder, j'invite Julie-Christine Coton, professeure à santé, faculté de santé communautaire de l'Université de Sherbrooke, qui a une présentation sur la trajectoire, vous voyez en ce moment, ah non, présentation, désolé, sur les parcours des personnes trans. Donc, je laisse la parole. Merci à toi, Julie-Christine. Ça fait plaisir. Je vais partager mon écran. Je m'en viens. C'est possible de me confirmer quand on va voir. On voit. Super. Bonjour, je suis vraiment contente de vous parler ce soir de stress minoritaire. Je pense que ça tombe à point avec toutes les discussions qu'on a actuellement dans la société. Ce sera pas long, je vais juste voir comment je peux changer. Parfait. Je vais vous donner des principaux concepts et constats avant d'aborder le stress minoritaire en tant que tel pour vraiment établir des bases solides. Je vais vous donner quelques données de ma recherche. Il y a des PowerPoint bonus. Je crois qu'on n'aura pas le temps, mais je vais m'assurer que les personnes organisatrices puissent vous faire acheminer ces informations-là. Donc, principaux concepts, je ne pouvais pas passer aux côtés de mettre des photos qui ont forgé mon enfance, notamment Spider-Man. Je veux m'assurer qu'on fait une bonne distinction entre sexe, genre et identité de genre. Probablement qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui sont à l'aise avec ces distinctions-là, mais je ne prends pas de chance. Quand on parle du sexe, on est principalement centré sur l'anatomie d'une personne au niveau de ses organes génitaux. Donc, vulve, vagin, utérus, pénis, testicule, on est vraiment dans les organes génitaux d'une personne et c'est à l'aide du sexe assigné à la naissance. Dans le fond, c'est ce qui va se retrouver sur notre certificat de naissance, notamment le sexe qu'on va nous assigner. Le genre, on est vraiment dans un construit socio-culturel qui entoure les rôles associés au fait d'être femme ou homme qui est encore très, très lié dans la conception de beaucoup de personnes avec le sexe au niveau anatomique. Donc, souvent, on va percevoir d'une façon qui est très binaire, très genrée, comment une personne devrait se comporter, quelles attitudes on devrait avoir. Mais aussi, ça va jusqu'au métier que les gens devraient avoir. Et puis, je ne peux pas passer aux côtés de vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez là. Donc, mon enfant a eu comme cadeau toute la collection Les Petits Garçons. Qui s'appelle Petit Garçon. Et ici, on a la fusée de Noé. Et puis, dans le fond, dans cette collection-là, les garçons ont toujours des métiers très genrés, ambulanciers, policiers, pilotes d'avion, toutes des choses là, très cool et audacieuses. Et puis ici, on voit Noé qui est en train de piloter la fusée, une job très importante pendant que Lucie flotte quelque part de façon erratique dans les airs avec un air ébahi. Et puis, à la page suivante, on voit Noé qui vient planter son drapeau sur la Lune pendant que Lucie, elle attend dans le char. Donc, pendant que Lucie, elle attend dans la fusée. Donc, je ne pouvais pas passer aux côtés de vous. Dans le fond, le genre est un construit social dans lequel on est émergé avant même de naître dans beaucoup de cas. Pensez juste au gender reveal ou encore au shower de bébé où on reçoit des cadeaux souvent très genrés, rose, bleu. Et des fois, on n'est même pas né et puis nos parents proclament à tout vent notre genre.
notre sexe et donc notre genre. Et l'identité de genre, on est vraiment plus dans un concept, on est vraiment, c'est au-delà de qu'est-ce qui est sur notre acte de naissance, c'est comment que nous, de façon très intime et profonde, on s'identifie. Donc, c'est juste la personne, c'est juste nous qui sommes capables de vraiment aller préciser quelle est notre identité de genre. Et rapidement, j'ai adapté, allez lire ça si ça vous intéresse. Là, il y a Dominique Dubuc qui a développé un lexique très intéressant. Moi, je vais porter votre attention au niveau de l'expression de genre. Bref, cette image-là, c'est pour vous rappeler à quel point différents éléments peuvent se voir sur un continuum. Par exemple, l'identité de genre de femme à homme, il y a tout un continuum et je dirais même un spectre par rapport au genre. Et aussi par rapport à l'expression de genre. On a des personnes qui vont vraiment s'exprimer en fonction des stéréotypes très liés à la féminité versus la masculinité, mais il y a tout un entre-deux. Et en passant, au niveau des caractéristiques corporelles liées au sexe, dont je viens de parler, c'est moins binaire que vous pourriez le croire. Il y a quand même un certain pourcentage de personnes qui vont naître intersexes en présentant des attributs liés à la fois à un sexe et à un autre. Mais bref. Je ne pourrais pas poursuivre sans parler de la culture. C'est quand même important. Dans un chapitre de livre qu'on vient d'écrire, on compare la culture, comme le fait l'auteur Kulisch, à un iceberg. Donc, on est capable de voir que la pointe de l'iceberg, c'est les caractéristiques externes d'une personne. Donc, comment une personne va s'habiller, va exprimer son genre, par exemple, ça peut être facilement visible et identifiable. Par contre, il y a aussi des caractéristiques culturelles qui sont plus internes, qui sont moins facilement visibles, à la fois pour les personnes extérieures, mais aussi pour les personnes, pour nous-mêmes. Puis là-dedans, ben, il y a tous les rôles sociaux et de genre qu'on a intégrés depuis notre naissance. Il y a toute notre notion du bien et du mal, notre vision du monde. Je vous donne un exemple, si ça vous tente de mettre un peu de piquant dans votre vie, à la prochaine rencontre familiale Zoom ou extérieure, pluguez à un moment donné le fait que vous êtes intéressé par les relations polyamoureuses ou encore non monogames, puis gérer le malaise. Donc, c'est vraiment un exemple. Si vous voulez voir un peu des éléments liés à la culture, c'est ça. Donc, nous, on a incorporé depuis très tôt qu'une relation saine, c'est une relation avec le sexe opposé et avec une seule personne. Puis quand on demanderait à quelqu'un d'expliquer bien, pourquoi, bien, la personne doit chercher ses mots. Un autre exemple que je peux vous donner, au début de ma relation avec mon conjoint, ma façon préférée de le désorganiser puis de le taquiner, c'est plus du tout le cas, il serait fâché de m'entendre. Mais quand on devait se rendre à des endroits en auto, je me dépêchais à sortir de la maison en premier pour aller m'asseoir derrière le volant dans l'auto. Et puis là, il était dépourvu parce que là, il était rendu au siège passager. Puis là, je le questionnais, mais qu'est-ce qui fait que pour toi, t'as donc bien l'air bête, là, c'est quoi le problème que ce soit moi qui conduise pendant 15 minutes? Puis, il a fallu qu'il cherche ses mots, puis il a fini par dire, ben, on dirait que je me sens pas un bon chum. Pour moi, c'est être un bon père de famille. Pour moi, c'est être galant. Je me sens inutile. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de plus internalisé, de moins visible. Puis, c'est la même chose quand on parle de tout ce qui est concept lié au genre. Je dois attendre. OK, parfait. Et là, il faut être conscient de l'hétéro-cis-normativité, OK? En fonction du sexe qui nous est assigné à la naissance, en fonction du fameux F ou du M, ça vient avec une identité de genre qui est attendue. Donc, on s'attend, par exemple, qu'un enfant assigné garçon va avoir une identité de genre garçon. Il va s'exprimer comme un garçon. Et en plus de ça, on s'attend à ce qu'il soit attiré par une fille. Et la cerise Sunday, c'est qu'il va fonder une famille. Donc, c'est très typique. Là, je le mets à l'extrême, mais c'est pour vous montrer qu'on baigne dans l'hétéro-cis-normativité. C'est pas mal, c'est très bien, c'est très correct, mais il faut juste se rappeler qu'il n'y a pas que des couples hétérosexuels et il n'y a pas que des personnes cisgenres dans la société. Il y a des données de recherche, je ne vais pas m'épancher là-dessus là, parce que je trouve que c'est plate de parler juste des problèmes, mais
bref, on a pu constater que les personnes des communautés LGBTQI AS2+, sont surreprésentées dans les problèmes de santé mentale et physique. C'est pas tout le monde qui vont vivre des problèmes, mais il reste qui sont surreprésentés par rapport aux autres personnes de la population. Et puis, en plus de tout ça, on constate que les personnes trans et non-binaires, ils en vivent encore plus de personnes comparativement aux personnes de la diversité sexuelle. Et puis là, on se demande, mais voyons, pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est ça? Puis on va aller plus loin que le fameux DSM, là. Le DSM, il a évolué avec le temps. Là, heureusement, l'homosexualité n'est plus vue comme un problème de santé mentale. Et désormais, c'est la dysphorie de genre qu'on voit dans les documents, mais il n'y a pas si longtemps, le trouble était lié spécifiquement à l'identité trans. Donc, on chemine, on est capable maintenant de comprendre que ce n'est pas le fait d'être trans ou d'être bisexuelle ou lesbienne qui est un problème, c'est toute l'hétéro-cis-normativité qui entoure les gens. Et je vous montre un petit schéma pour aller plus loin par rapport à ça. Donc, différentes recherches démontrent, par exemple, que les gens qui ont un statut de minorité sexuelle, là, entre guillemets, vont avoir plus de risques de vivre des expériences de victimisation en toutes sortes. Puis ces expériences-là vont venir interférer avec leur santé mentale et physique. Ça, c'est démontré. Et puis, on comprend vraiment beaucoup mieux que ce qui mène à ça, c'est les expériences de victimisation et non pas le statut comme tel. Mais là, on a fait une découverte intéressante aussi. Donc, oui, il y a ça. Mais on a découvert aussi que les personnes qui ont une expression de genre qui est jugée non conforme, ça va mener premièrement directement à des expériences de victimisation, mais aussi si une personne de la diversité sexuelle en plus exprime son genre de façon non conforme, ça va venir vraiment augmenter, ça va venir alimenter ces expériences de victimisation et la mettre encore plus à risque d'en vivre. Et même qu'il y a des chercheurs qui disent, bien, au fond, c'est au-delà d'être gay, lesbienne, bisexuelle, c'est quand ça paraît finalement que la personne s'expose à des expériences de victimisation parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont un statut de minorité sexuelle, qui ont également un genre qui est jugé non conforme selon les standards de la société, attention. Mais on sait aussi qu'une personne pourrait être cisgenre, mais quand même, par exemple, s'exprimer, par exemple, d'une façon plus féminine versus masculine. Voilà. Et on a découvert aussi que on est capable de démontrer que le genre en tant que tel va venir mettre son grain de sel ainsi que l'âge. Donc, par exemple, on a vu des différences, il y a des iniquités. Quelqu'un qui est assigné garçon à la naissance, on a vu, par exemple, à titre d'exemple, qu'il y avait moins d'acceptabilité sociale si cette personne-là s'exprimait pas en fonction du genre assigné à sa naissance. On est plus tolérant envers les filles tomboy, grosso modo, qu'envers les garçons efféminés. Grosso modo, c'est ça, selon certaines études. Au niveau de l'âge, même chose, il y a des stades développementaux où la personne est encore plus vulnérable d'exprimer un genre non conforme aux normes sociales et surtout au niveau de l'adolescence, etc. Et puis ça me mène, ce ne sera pas long, je dois laisser mon ordinateur absorber tout ça. Et ça me mène au modèle du stress minoritaire. Oh boy! Ce ne sera pas long, je recule. Je ne touche plus à rien. Donc, le modèle du stress minoritaire, initialement, il y a Meyer qui a développé un modèle uniquement pour les personnes de la diversité sexuelle, puis Testa est allé documenter également la même chose. Il a validé le modèle auprès des personnes de la diversité de genre. Grosso modo, peu importe si on est de la diversité sexuelle ou de la pluralité des genres, ce que ce modèle-là démontre, c'est qu'une personne systématiquement va être exposée à des facteurs de stress externes, OK?
Par exemple, le fait de se faire discriminer en lien avec son orientation ou son identité de genre, de se faire rejeter, de vivre des expériences de victimisation, mais aussi la non-acceptation. Un exemple de non-acceptation, ça pourrait être le fait qu'un enfant demande à maintes reprises à ses parents de les appeler par un prénom choisi et que les parents refusent de le faire. J'ai encore entendu dernièrement, par exemple, des expériences d'étudiants en contexte universitaire que leurs professeurs, même s'ils connaissent leur statut de personne trans, continuent d'utiliser les mauvais prénoms. Donc, on est quand même en 2021. Donc, là, on est vraiment carrément dans un facteur de stress externe. Et puis ça, il y a des liens directement avec la santé mentale et physique, mais une chose est certaine, c'est que ça mène à des stresseurs internes. Un très bon exemple de ça, c'est tout le phénomène de l'homophobie et de la transphobie internalisée, que les gens vont finalement se sentir, par exemple, honteux d'être bisexuel, d'être queer. Donc, c'est le fait qu'on internalise ce qu'on perçoit dans notre société à force d'entendre notre oncle nous demander si on emmène une blonde à Noël, à force d'entendre notre père utiliser des expressions comme « mon Dieu, c'est bien fif ça ». Donc, c'est tous des éléments qui font que les gens peuvent internaliser et finalement aussi anticiper des événements de façon négative. Par exemple, des événements positifs comme le fameux bal des finissants pourraient être vus d'une façon tout à fait différente par rapport à quelqu'un de la diversité sexuelle qui va amener son conjoint. Et la dissimulation, le fait finalement, les fameuses expressions de rester dans le placard, de ne pas affirmer, de ne pas exprimer. Mais heureusement, il y a différents facteurs de résilience qui viennent contrecarrer ça. Donc, c'est toute la solidarité communautaire, les journées de la fierté gay, les drapeaux que vous pouvez mettre, tout ça, là, c'est vraiment documenté, les organismes communautaires, les groupes de soutien, ça vient vraiment aider à contrecarrer ou à minimalement amenuire. Et rapidement, dans l'étude qu'on a faite en 2018, on a passé le questionnaire justement développé par Testa auprès de presque 200 personnes trans non-binaires ou en questionnement. Et puis là, c'est purement descriptif, mais je vous ai souligné dans les différents stresseurs ce qui ressortait le plus. Dans les stresseurs externes pour la discrimination, là, la fameuse salle de bain, c'est très présent. Le fait d'obtenir des documents d'identité selon le genre. Au niveau du rejet, la difficulté de trouver un partenaire ou à garder une relation. Au niveau du rejet par la famille, du rejet par les amis en lien avec l'identité ou l'expression de genre. Le fait d'être harcelé verbalement, d'être taquiné. Donc, ce qui est en rouge, c'est les éléments qui ressortaient le plus au sein de l'échantillon. Donc, vous voyez dans la non-affirmation ou encore la non-acceptation, on a le fait de devoir expliquer à maintes reprises son identité de genre, corriger les pronoms à utiliser, devoir beaucoup travailler pour faire voir son genre correctement aux gens. Et puis, au niveau de la transphobie internalisée, tout le sentiment d'exclusion, se demander pourquoi on n'est pas normal. Et au niveau des stresseurs internes, il y en a qui ont carrément dit qu'ils évitent d'exposer leur corps, qui portent attention à leur façon de s'habiller et qui doivent essayer de modifier leur façon d'interagir avec les gens. Donc, c'est tous des éléments qu'on a colligés. Au niveau des facteurs de résilience, il y a quand même des gens qui sont capables de soulever des beaux facteurs de résilience, comme par exemple se sentir finalement spécial de façon positive, d'être de la diversité, préférer que les gens sachent tout en lien avec qui elles sont. Donc, tout le fait de se sentir connecté à d'autres personnes trans non-binaires. Et les analyses qui sont en cours, j'aurais aimé pouvoir vous les présenter, mais au pire, je reviendrai vous voir. On va aller comparer les vécus, on va aller voir si les gens vivent du stress différemment ou plus en fonction, par exemple, de leur orientation sexuelle. Donc, une personne trans non hétérosexuelle, est-ce qu'elle va vivre plus de stress minoritaire, puis où? En fonction de leur expression de genre, en fonction du statut de transition, s'ils sont en cours de transition, par exemple, versus si elles considèrent que leurs démarches sont grosso modo terminées, quand c'est le cas.
leur âge, etc. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Il y a une recherche qui s'en vient. Ça va être malade, LGBTQ+. On veut développer potentiellement un espace collaboratif communautaire en Estrie. On veut aller évaluer les besoins. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà. Merci, Christine, pour la présentation. Je pense que nous a vraiment bien mis dans le bain avec les définitions, puis faire sortir une réalité qui n'est peut-être pas connue de beaucoup de gens. Donc, ce serait maintenant la période de questions. On aura encore un peu de temps pour ça. Je n'avais pas la notion du temps. Là, je viens de voir, j'avais juste besoin de tourner ma tête à droite. Donc, je rentre-tu dans le temps? C'était 15 ou 20 minutes? C'était 15, mais on a dépassé 3 minutes. C'est vraiment pas dramatique. OK. Donc, je répète, si y a des questions, vous pouvez juste lever la main. Si vous avez besoin d'aller dans l'option réaction dans le bas de la page. Puis vous avez l'option raise hand ou lever la main. Donc, je vois déjà qu'il y a une première question. Charlie, je sais. Donc, on a Laurence Olivier. Peut-être quelqu'un, c'est Eliane. Je pense que... En tout cas, Laurence Olivier, tu peux poser ta question. Non, mais merci beaucoup d'organiser ça. C'est vraiment génial. Moi, j'ai le privilège d'être entouré de gens de tout acabit, autant des gens très ouverts d'esprit que des gens très conservateurs. Puis ma question est plus pour mes amis plus conservateurs. Il y a une grande incompréhension par rapport à l'identité de genre, par rapport aux gens qui font partie de la communauté LGBTQ et qui ont le besoin de se faire reconnaître en tant qu'autre chose qu'un homme, qu'une femme ou qu'un homme hétérosexuel ou une femme hétérosexuelle. Puis j'aimerais savoir vers quels outils ou vers quel site Internet on peut référer ces gens-là pour briser un petit peu le jugement qu'ils peuvent porter sans qu'eux autres même se sentent jugés. Parce que moi, par exemple, je vais donner un exemple, j'avais une discussion avec un ami dernièrement, je prenais une marche, puis il ne comprenait pas que les gens qui ont une autre identité de genre veulent se faire reconnaître, puis il trouvait qu'ils étaient trop présents dans la société. Puis moi, j'étais choqué par ça, mais dans le fait que j'étais choqué, je confrontais cette personne-là, puis plutôt que d'essayer de l'amener à être plus réceptif aux différentes identités de genre, j'ai l'impression qu'il s'ancrait davantage dans sa position à travers notre débat. Puis plutôt que débattre avec lui, vers quels outils je pourrais le référer pour qu'il ne se sente pas jugé et qu'il démontre plus d'ouverture. Voilà. C'est tellement des bons points que tu amènes. Puis j'ai le goût de dire que, tu sais, selon le contexte, des fois, c'est pas toujours bon de discuter avec ces gens-là. C'est bien, c'est comme moi, je me permets de le faire parce que je me sens pas fragilisée ou outre mesure vulnérable sur le thème, mais ce qui est difficile souvent pour les personnes de la diversité, c'est qu'elles doivent en plus de vivre cette diversité-là au quotidien, défendre leurs droits. Puis, tu sais, on encourage beaucoup les gens à faire leur coming out et à s'afficher, mais je vous dirais oui, mais non, là, ça dépend avec qui. Il y a des gens qui vont finalement nous faire vivre beaucoup d'expériences négatives. Bref, on pourrait tellement aborder une grande parenthèse sur tout le phénomène de famille biologique versus famille choisie, puis en tout cas, l'importance des fois de choisir les gens avec qui on est amis puis qu'on tisse des liens. Là. Mais bref, je m'éloigne un peu. Je vais aller au PowerPoint. Moi, il y a des organismes communautaires avec qui j'aime beaucoup collaborer. En Estrie, c'est sûr que je vais être plus douée pour parler de l'Estrie. Je m'excuse si j'en oublie. Transestrie a vraiment des groupes de soutien. Ils sont géniaux, là. Des groupes de soutien, intervention, des accompagnements. Ils offrent des formations, puis sur leur site Internet, ils ont aussi plein de documentation sur les droits des personnes au niveau des démarches de transition légale, par exemple, médicale. Donc, je collabore sur un document aussi, ça travaille fort, sont très, très à jour. Gris Estrie font un super travail également. Il y a Divergent aussi là, à Granby, si je ne me trompe pas.
Puis moi, j'ai un petit... pour les gens qui sont peut-être cis ou qui sont plus conservateurs, tu sais, il y a des sites comme Alter Hero, mais j'ajouterais aussi interligne.co, où les gens, que tu sois de la diversité, que tu sois un parent sous le choc d'un coming out, par exemple, ou quelqu'un, peu importe qui monte un cours à l'université ou qui a des questions, bien, vous pouvez écrire en toute confidentialité des questions. Vous pouvez échanger avec des gens qui sont formés sur le sujet puis qui vous amènent vers différentes documentations. Puis, tu sais, les guides en ligne, je vais m'assurer de les transmettre à Alexis et aux autres personnes organisatrices, mais je vais toutes m'assurer que ça se rende jusqu'à vous. Différents guides. Donc, il y a de plus en plus de matériel qui existe, là. Est-ce que ça répond à la question? Oui et non, parce que, tu sais, ce vers quoi tu me réfères, c'est des choses que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui doit être ouvert. Je vais donner un exemple. Tu sais, il y a quelques années, on parlait du consentement. Il y a une vidéo qui est sortie sur, je pense que c'est sur le thé ou sur le café, puis comme quoi, tu peux vouloir un thé ou un café maintenant, puis là, finalement, tu ne veux plus de thé ou plus de café. Puis cet outil-là a eu un incident, je trouve, sur la société, a eu un impact quand même majeur. Puis ça l'a permis de faire comprendre aux gens que tu peux vouloir maintenant, puis plus vouloir après. Alors, comme c'est plus peut-être dans cette optique-là, est-ce qu'il y a des outils comme ça? Parce que, tu sais, d'amener un pamphlet ou dire, va voir le site Internet d'Alter Ego, c'est un petit peu réducteur, je trouve. Olivier, c'est peut-être de contacter Julie-Christine par courriel. OK, parfait. Avoir les mais tu sais, en même temps, je trouve qu'il y a un point important qui est soulevé, puis après, je vais laisser de l'espace à d'autres, mais c'est l'importance que les alliés participent à ça aussi, qu'au niveau de la société en général, l'info se passe. Je pense que c'est vraiment important à ce niveau-là. Puis vous voyez, à l'Université de Sherbrooke, on est en train de développer des guides d'écriture inclusive. On veut éventuellement, possiblement, développer des capsules vidéo qui expliquent un peu, qui confrontent des mythes en lien avec la binarité biologique, tout ça. Donc oui, il y a comme des communications de masse qui doivent se faire et s'imposer dans les écrans des gens. Donc, je trouve que c'est quand même un point intéressant à soulever. Puis au besoin, sans problème, juste m'écrire. Merci. On a peut-être encore le temps pour une petite question. Samy, est-ce que tu voulais la poser directement, ta question? Oui, en fait, merci Julie-Christine pour cette excellente présentation. Vraiment, tu as mis la table pour plein de choses. Je voulais juste poser une question concernant, si on va par exemple poser la question dans des questionnaires sociodémographiques, est-ce que tu recommandes par exemple de poser la question, par exemple, le genre ou l'identité de genre? Ben, tu sais, au fait, en soi, le genre et l'identité de genre, c'est comme la même chose. C'est souvent, on va demander aux gens, c'est quoi ton genre? Puis ça réfère, dans le fond, à son identité de genre. C'était surtout pour montrer tantôt que c'est un construit social. Mais tu amènes un point important. Quand j'ai fait mon enquête en 2018, moi, j'étais allée avec ce que je voyais autour de moi, puis avec les propositions souvent dans les études. Là, récemment, c'est vraiment mieux là, dans les dernières années, mais il y a 10 ans, c'était comme est-ce que tu es femme, homme, autre? Puis des fois, tu n'avais pas le autre, puis là, je le vois encore souvent. Ou encore, es-tu homosexuel ou hétérosexuel? Puis ça finissait là. Donc, je pense qu'il y a vraiment des éléments à travailler. Moi, pour jouer vraiment safe, là, ce que je fais à chaque fois, là, à chaque recherche que je lance, c'est que je me crée un comité consultatif qui est composé de personnes de la communauté. Comme là, pour l'enquête qu'on lance dans 1 mois environ, LGBTQ+. Là, il y a des personnes qu'on a rémunérées de la diversité pour vraiment réviser toutes les questions puis s'assurer qu'on pose la question correctement. Mais je vous dis, pour revenir à ta question de façon plus simple, le genre, c'est très, très correct. Puis moi, j'encourage les gens dans leur pratique clinique, mettons comme intervenant. On a comme l'habitude fatigante de demander aux gens comment ils s'appellent puis son genre, mais ce n'est pas toujours nécessaire de demander le genre, là, à moins de passer un outil psychométrique, etc. Mais je vous dirais qu'on peut aussi cesser de le demander quand ce n'est pas nécessaire. C'est mon point de vue personnel.
D'accord, merci pour ces questions et merci pour ta présence, Christine, dans ma bientôt. Donc, pour ceux qui veulent la contacter, on vous fait directement l'adresse courriel qui est mise dans le PowerPoint. On passerait maintenant à la présentation de la soirée. Samy Terra, qui a déjà fait sa transition. Il va nous parler. Samy Terra est étudiant en doctorat en sciences infirmières à la faculté de sciences infirmières à l'Université de Montréal. Et son titre de présentation s'intitule « Queeriser la gestion infirmière, quel impact sur la santé des aînés LGBTQ+. » Donc, Samy, à toi la parole. Oui, merci Alexis. Juste un instant pour partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est clair? OK. Oui. Parfait. Alors, oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Samy Taha, donc je suis étudiant en sciences infirmières au doctorat à l'Université de Montréal et j'ai développé pendant plusieurs années une expertise en soins infirmiers auprès des personnes âgées en perte d'autonomie et je m'intéresse particulièrement à la santé des personnes âgées LGBTQ+. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Queeriser la gestion infirmière, quel impact sur la santé des aînés LGBTQ+. Pour le terme queeriser, juste pour donner une petite nuance, queeriser, ça vient du mot queer. Donc, queeriser, c'est synonyme comme troubler, par exemple, déstabiliser quelque chose, des idéaux normatifs dans des pratiques qui ont été culturellement et historiquement construites. Donc, et ce, dans une visée, bien sûr, émancipatoire et dans un but de changement. Alors, il est important de dire qu'avec l'accroissement de la population âgée, on perçoit d'une manière plus nette la diversité culturelle de ces personnes. Donc, au sein de cette diversité culturelle, il y a ce qu'on appelle un groupe qui s'appelle les minorités qui se disent invisibles. Ce sont les personnes LGBTQ+, et plus précisément les personnes âgées issues de cette grande population vieillissante qui, en fait, selon les études, ils sont au nombre de 400 000 personnes âgées LGBTQ+, au Canada. Ce sont des estimations. Et au Québec, on est à 150 000. Donc, ce chiffre va doubler d'ici 40 ans. Ils sont invisibles parce qu'on ne peut pas voir que l'infirmière ne peut pas voir qu'elle est en train de soigner une personne qui s'identifie comme gay, bisexuel, pour adapter ces pratiques cliniques à ces personnes, à cette clientèle-là. Donc, c'est ça. Et ces personnes, en fait, vivent dans le silence. On va voir dans l'exemple que je vais vous exposer maintenant, un exemple de parcours de vie d'une personne âgée LGBTQ+. Donc, durant toute sa jeunesse, cette personne, en fait, elle a vécu plusieurs expériences de stigmatisation et de discrimination. Par exemple, particulièrement les personnes LGB, donc lesbiennes, gays, bisexuelles, une personne qui est née, mettons, en 1944, elle est âgée aujourd'hui à 81 ans. Jusqu'à ses 25 ans, elle a été criminalisée à cause de son homosexualité. Jusqu'à ses 35 ans, elle a été considérée comme une malade mentale. Jusqu'à ses 51 ans, elle a commencé à être protégée dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ensuite, lorsqu'elle a eu ses 61 ans, elle peut légalement se marier. Et concernant les personnes transgenres et de genre non conforme, en fait, leurs droits, que ce soit par exemple leur façon d'exprimer leur genre ou bien leur identité de genre, a été protégée par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code criminel jusqu'à lorsqu'ils ont eu 72 ans. Donc, si on remarque, elle n'a pas comme vécu vraiment une liberté sexuelle. Et puis, tout ça, en plus de leur stress minoritaire comme faisant partie de la communauté LGBT, leur a créé plusieurs problèmes de santé physique, bien sûr, et psychologique. Au Canada, en fait, il y a eu plusieurs études qui ont été menées récemment sur les personnes âgées LGBTQ+. Ce sont des études qui ont été menées d'une manière quantitative par le recours à des statistiques, mais aussi d'une manière qualitative par le recours au verbatim des participants, à les interviewer et analyser
leurs propos, en fait. Et ces études ont rapporté que, en fait, les participants à ces deux études, par exemple, les femmes lesbiennes et bisexuelles, ils ont remarqué qu'elles ont comme double chance de signaler un trouble anxieux et de consommer beaucoup d'alcool que les personnes âgées cisgenres et hétérosexuelles. On trouve aussi que les hommes âgés gays et bisexuels aussi, comme ils avaient ils ont deux fois plus de chances de signaler un trouble de l'humeur comme la dépression. Spécifiquement, les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles, en fait, dans les données récentes des études, ils ont parlé de leur vécu en soins de santé et surtout, ils ont expérimenté la stigmatisation et la discrimination. Et vraiment, ils ont peur, ils vivent dans une incertitude. Ils ont peur de rentrer en CHSLD, dans des institutions de soins pour aînés, dans un futur proche, parce qu'ils ont peur de revivre cette discrimination qu'ils ont vécue durant leur jeunesse. Mais aussi pour cela, il y a des gens qui préfèrent rester dans le placard et il y a d'autres qui préfèrent rentrer dans le placard après avoir vécu pendant leur vie le coming out. Pour ce qui est des personnes transgenres et de genre non conforme, donc toujours personnes âgées, transgenres, donc les études ont montré ont rapporté que cette catégorie, elle a vécu, en fait, elle vit beaucoup de maltraitance dans les communautés médicales. Une maltraitance, c'est-à-dire même s'il y a eu des micro-agressions, c'est considéré comme une maltraitance. Et aussi, ceux qui les ont rendus des personnes plus vulnérables dans le système de soins de santé. Je me souviens, dans une étude, il y a une femme âgée trans qui a mentionné que juste le brancardier, il s'est approché d'elle, il lui a haussé la jupe juste pour voir si c'était un homme ou une femme. Donc, il y a encore des biais tellement nocifs et toxiques au niveau des prestataires parce que, dû à leur manque de formation et sensibilisation. Alors, on arrive à l'infirmière. Et quel est son rôle dans le système de soins de santé? L'infirmière, elle joue un rôle tellement important dans le système de santé. C'est comme, si je vais un tout petit peu vulgariser son rôle, c'est comme les yeux du système de santé, ou bien c'est le guide du système de soins de santé. Alors, l'infirmière, elle contribue au système de santé en fournissant des soins directs à la clientèle, aux patients, mais aussi elle travaille en enseignement, en recherche, dans la gestion des unités de soins, elle a des compétences de management, et aussi en élaborant des politiques de soins de santé. Donc, il faut dire que une catégorie précise des infirmières qui travaillent dans la gestion des services infirmiers et qui élaborent ils ont plus le temps d'élaborer des politiques. En fait, ce sont les infirmières gestionnaires. Ces infirmières gestionnaires, à part leur rôle clinique, en fait, comme chaque infirmière, elle a un rôle clinique, il y a un rôle social important. Elle les joue en mobilisant leur leadership organisationnel, mais aussi transformationnel, aussi dans le rôle de plaidoyer. En anglais, on l'appelle advocacy. Donc, à travers ce rôle, elle veut émanciper autant qu'elle peut les populations marginalisées, les émanciper, c'est-à-dire les émanciper des barrières qu'ils rencontrent dans leur accès à des soins de santé optimaux et équitables. Pour ce qui est de cette recherche, en fait, quand on était dans la littérature, on a vu qu'il y a un manque systématique, qu'il y a un manque d'études qui ont été faites de manière systématique et rigoureuse sur la pratique infirmière clinique auprès des personnes âgées LGBTQ+. Ensuite, on a recensé, on a dit qu'on va faire une revue de la portée pour cartographier les connaissances. Puis, on a inclus 42 articles pour les analyser. Ensuite, on est sorti par 5 axes de pratique pour les infirmières pratique clinique pour les infirmières qui travaillent au chevet, donc directement auprès du patient. Ensuite, dans ces données, on a remarqué qu'il n'y a pas d'études aussi systématiques et faites d'une manière rigoureuse sur la gestion des infirmières parce que plusieurs auteurs ont recommandé que cette catégorie des infirmières ont un rôle crucial dans l'advocacy et dans la mobilisation de leur leadership transformationnel. Et ils ont le pouvoir. Alors, on a fait une analyse secondaire de ces 42 écrits qu'on a analysés dans la première revue systématique, c'est une revue de la portée.
Ensuite, on a sorti 3 axes, 3 recommandations pour les infirmières gestionnaires, pour comment gérer les soins auprès des personnes âgées LGBTQ+. Alors, il y a 3 grands axes, les voici. On va commencer par le premier axe qui est les études ont recommandé que les infirmières gestionnaires qu'elles créent un environnement de soins sécurisant et confidentiel. Ça veut dire essayer de diversifier les infirmières et le personnel de soins qui s'identifient eux-mêmes comme LGBTQ+, ou bien comme alliés des personnes LGBTQ+, dans les services, en affichant, par exemple, leur couleur, en affichant un petit symbole ou en dévoilant, en fait. Il y a des gens qui sont complètement hors du placard. Et ces personnes, une fois les résidents, les personnes âgées qui vivent dans les institutions, ils voient ça, ils ont plus de confiance, ils sentent qu'il y a un besoin de... ils sentent que vraiment c'est un environnement qui les rend sécurisés. Ils peuvent dévoiler, ils ne se sentent pas en danger. Aussi, il est souhaitable aux infirmières de créer des postes d'infirmières ressources en santé LGBTQ+. Ces infirmières ont le rôle comme de former le personnel, de les sensibiliser, de les conscientiser aux réalités de ces personnes âgées LGBTQ+, de les conscientiser et les sensibiliser à leur existence. Elles existent dans nos soins, même si on ne les voit pas. Mais aussi de créer des outils pour, si jamais un personnel de soins, il veut réfléchir ses croyances et ses biais hétérosexuels, il peut les documenter. Aussi, ils sont invités à promouvoir des pratiques antidiscriminatoires qui soutiennent la diversité sexuelle et de genre, comme par exemple afficher la charte de bientraitance, par exemple, que plusieurs CHSLD et institutions l'ont adoptée. C'est une charte qui a été menée par la Fondation Hébergence et signée par plusieurs ministres. Donc, aussi, c'est un exemple. Deuxièmement, plaider pour l'inclusion des personnes âgées LGBTQ+, dans le système de soins de santé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut réviser en fait la vision, la mission et la documentation, les politiques de soins dans les institutions pour voir si vraiment, est-ce qu'on est inclusif dans la façon dont on traite dans notre vision? Est-ce que les gens sont inclus dans nos énoncés? Mais aussi, il faut mettre en valeur la visibilité de cette clientèle par le recours à l'art, par exemple, afficher le drapeau LGBT, afficher des images sur le mur comme deux couples, par exemple, deux couples âgés gays. Donc, ça rend la personne vraiment, elle se sent en sécurité et elle se sent vraiment accueillie. Troisièmement, il faut soutenir les personnes âgées et leurs familles. Avant de les soutenir, il faut se sensibiliser en tant qu'infirmière gestionnaire. Il faut revoir et vraiment réfléchir de manière critique sur sa pratique et voir comment je suis en train de combien je suis en train d'accepter ces gens avant d'aller accompagner les personnes, le personnel infirmier dans ce même processus. Mettre en place un réseau de soutien. Elles peuvent s'inspirer de plusieurs réseaux de soutien qui ont été élaborés par la communauté LGBT pour la communauté LGBT âgée. Donc, comme le groupe d'entraide des femmes, lesbiennes âgées vivant seules. Donc, elle peut s'inspirer de plusieurs de ces modèles. Comment rédiger une procuration juridique, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont atteintes de démence, LGBTQ+, qui ne veulent pas dévoiler leur orientation sexuelle. Et à un moment donné, ils la dévoilent sans conscience. Donc, il faut faire quelque chose pour les protéger. Et en conclusion, je peux dire que cette recherche, elle pourrait mobiliser le leadership et le plaidoyer infirmier auprès des personnes âgées LGBTQ+. Et ces résultats pourraient contribuer à long terme à la formation des infirmières à la santé LGBTQ+. Pour le mot de la fin, je me suis beaucoup inspiré de cette citation de la professeure Christine Cloët, une infirmière aux États-Unis. Elle dit « En tant qu'infirmière, nous ne pouvons pas participer nous ne pouvons pas pratiquer ce que nous ne savons pas, tout comme nous ne pouvons pas remettre en question ni contredire ce dont nous n'avons pas conscience. » Et là, j'ai utilisé durant toute ma présentation le mot infirmière, et bien sûr, cela inclut toute la diversité sexuelle et de genre. Merci beaucoup. Bien, merci Samy. Je pense que ta présentation montre bien que si on oublie souvent les aînés, qu'on oublie souvent les personnes
issus de la diversité sexuelle de genre, ben, l'accroisement de ces deux personnes-là devient des personnes vraiment oubliées. Donc, je laisserai la parole à mon responsable aux questions, Charles, pour... Oui, levez vos petites mains virtuelles si vous avez des questions. Oui, Joël, on t'écoute. Oui, ben, d'abord, merci pour ta présentation. Aussi, je me demandais, en fait, est-ce que tu vois, ben, je sais pas trop c'est quoi ton travail exactement, ou si genre tu travailles aussi en hôpital ou quoi que ce soit, mais est-ce que dans tes recherches ou avec d'autres infirmiers, infirmières, tu vois comme une réticence à faire ça ou des gens qui voient pas la pertinence à comme genre sensibiliser ou quelque chose, c'est parce que, en tout cas, tu sais, les soins de santé, c'est vraiment important d'être comme écouté pour se sentir à l'aise pour comme, tu sais, faire confiance à un infirmier, une infirmière. Fait que voilà, je me demandais si tes collègues ou des gens avec qui tu travailles, ça arrive quand même souvent ou c'est une ouverture. Merci pour ton excellente question, Joël. Écoute, en fait, moi, je n'ai pas pratiqué au Québec, j'ai pratiqué au Liban. Et au Liban, c'est un pays qui se dit ouvert, le plus ouvert parmi les pays moyen-orientaux, mais malheureusement, toujours là, il y a une criminalisation de l'homosexualité. L'homosexualité est toujours présente et aussi c'est un tabou. Alors oui, il y a une grande réticence. Les gens, il y a toujours, moi j'ai été témoin de plusieurs micro-agressions, une négligence dans les soins. Et aussi, des fois, on disait des moqueries dans le dos des gens, des fois, oui, ça existe. Ici, au Québec, les études québécoises qui ont été faites au Canada et au Québec, en fait, ils ont montré que ça existe, mais d'une manière plus comme je traite tout le monde de la même façon. Euh, En fait, il ne faut pas traiter tout le monde de la même façon. On est OK avec ça. Il faut traiter tout le monde d'une manière unique parce que égalité ne veut pas dire équité. Donc c'est ça. Alors, oui, ça existe toujours. Il y a une forte désirabilité sociale, mais les études jusqu'à présent démontrent que oui. Julie Christine ensuite. Okay, désolée, il y a un genre de jet lag. Donc, bravo, Samy, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je trouve ça le fun que, tu sais, souvent, ce qui me manque, c'est que je me sens seule dans ma bulle psychosociale à essayer de développer les choses, mais de voir qu'au niveau médical aussi, ça bouge. Puis je trouve que de penser aux aînés, tu sais, Alexandre Barry, que tu connais sûrement, là, s'intéresse de plus en plus. Puis je pense qu'il démarre des trucs en lien avec la démence, là, en passant. Mais je suis contente qu'on s'occupe de nos aînés parce que, tu sais, ils sont vulnérables. Tu sais, on parle d'intersectionnalité beaucoup, là, ces temps-ci. Donc, on a vraiment l'âge, on a le genre. En plus, les gens, des fois, ils sont placés, puis tout ça. Puis les personnes infirmières, c'est tellement intersectionnel. Tu sais, t'en trouves en psychiatrie comme t'en trouves dans plein de départements. Donc, je trouve que, je voulais juste te dire ça, que je trouve que c'est pertinent ce que tu fais. Puis, j'aimerais beaucoup que tu me communiques quand tu vas être prêt à diffuser des résultats. Écris-moi. Puis, je te donnerai un coup de pouce au niveau du CIUS qui sont super ouverts, là, qui travaillent fort en ce moment pour développer les services. Écoute, j'apprécie. Besoin de coup de pouce. Oui, mais merci. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Et bien sûr, je vais te contacter. Ça pour sûr. Julie ensuite. Et ouais, ben merci Samy pour ta présentation, c'était vraiment super. Puis moi j'ai un peu honte, mais c'est des problématiques auxquelles j'avais jamais vraiment pensé, surtout pas en CHSLD. Moi je suis française, puis ma maman travaille dans les CHSLD en France. Elle est physio. Et en fait, je me demandais qu'est-ce que ce serait toi ta réponse, parce que je vais lui envoyer ta présentation parce que ça l'intéresserait vraiment beaucoup. Et je me demandais, ce serait quoi ta réponse aux personnes qui seraient réfractaires à mettre en place ce genre de choses? Parce que c'est un peu comme ça que je vois les gens pour qui ma maman travaille. J'aurais l'impression qu'à première vue, ils seraient réfractaires, mais qu'est-ce que tu leur dirais, toi, pour les convaincre? Parce qu'ils se diraient peut-être que, je sais pas, c'est pas utile ou ils sont pas en contact avec des personnes de cette communauté LGBTQ+, ou je sais pas trop. La seule chose et la plus simple des choses, c'est leur montrer des faits.
C'est-à-dire leur montrer que vraiment, des études scientifiques, ce n'est pas du pelletage des nuages. Ça existe. Les gens sont réticents à le dire, mais il y a une forte désirabilité sociale. Mais regardez, tu peux lui montrer le documentaire Gone Silent. Ça, c'est un documentaire qui a été fait auprès des personnes âgées LGBTQ+, qui sont des personnes, ce sont des acteurs, et qui ont vécu, ils parlent en leurs mots, qu'est-ce qui se passe avec eux et qu'est-ce qui s'est passé en leur fin de vie. Alors, ça, c'est important. Et puis, j'invite ces infirmières ou bien ce personnel de soins à penser, à reprendre ce qu'il est en train de penser. C'est-à-dire, comment moi, maintenant, je peux accepter l'autre dans sa différence. Ça nécessite une thérapie, ça nécessite un accompagnement, un exercice. Ce n'est pas évident d'accepter l'autre dans sa différence, surtout si on ne fait pas partie d'une culture qui est différente de nôtre. Donc, c'est ça. Il faut juste être humble et essayer d'être ouvert le plus tôt possible. Et c'est le temps qui va montrer ça. C'est le temps. Ok, merci beaucoup. Bien, c'est ce qui met fin à la période de questions. Merci encore, Samuel, pour la présentation. On vous invite une fois de plus à le contacter par courriel ou à passer par nous. On va se faire un plaisir de vous mettre en contact. On voit d'ailleurs qu'il y a des gens qui se font un petit réseau durant la période de questions. On adore ça. On serait maintenant rendu à la troisième présentation de la soirée avec la présentation de Joëlle Soumy, qui est étudiante à la maîtrise en sociologie et lectrice avide de romans, pour ceux qui la connaissent sous le nom de lectrice insoumise sur Instagram. Et étudiante à l'UQAM, elle va nous faire une présentation intitulée « Masculinité et véganisme, la viande a-t-elle un genre ?» Donc, je te laisse la parole. Merci Alexis, belle présentation complète de ma personne. Je vais share mon écran, j'ai jamais fait ça, fait qu'on va voir si ça va bugger. D'accord. OK, je pense que vous voyez ce que je vois. Génial. Donc, comme Alexis a dit, je suis à la maîtrise à l'UQAM en sociologie, puis je suis en concentration d'études féministes. En fait, ce qui m'a amené à penser à ce sujet-là, c'est que moi-même, je suis végane depuis 5 ans, presque 6 quand même, et que je me suis rendu compte par mes engagements, puis par ma vie de tous les jours, que comme la nourriture, c'est bien plus complexe que juste de la nourriture. C'est très culturel, puis ça implique beaucoup plus de choses. Puis aussi, je voyais que comme dans mes groupes, il y avait très peu d'hommes comparé à plus de femmes qui étaient véganes. Fait que ça l'a tout mijoté pour amener à ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, dans ma présentation, l'emphase va être mise sur le rapport entre la consommation de viande, la non-consommation de viande plutôt, puis chez les hommes véganes, puis leur masculinité. Donc, voilà. Donc, je vais juste commencer par définir certains concepts pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Puis après ça, je vais aller par des exemples concrets pour que vous compreniez à quoi je veux en venir, puis un peu où je suis rendue avec ma maîtrise, un peu l'analyse. Voilà. Donc, le premier concept important, c'est juste de définir le véganisme. En fait, c'est juste c'est un lieu aussi du végétalisme. Puis il y a plusieurs mots en français et en anglais. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le mot véganisme. Donc, ce qui veut dire que, dans le fond, les véganes, on essaie le plus possible de pas affecter les animaux, que ce soit dans notre nourriture, nos vêtements, nos produits beauté, etc. Fait que vraiment, les mauvais traitements le moins possible envers les animaux. Puis, ce qui est particulier aussi avec le véganisme, c'est que c'est nos habitudes de consommation en général qui sont changées. Donc, ça va à l'encontre d'un ordre social qui serait prédéfini par rapport à la nourriture, mais aussi à plein d'autres habitudes en général. Donc, ce sont les aspects de la santé, l'éthique animale, puis l'environnement, entre autres, c'est ce qui motive les gens à devenir véganes. Puis, en fait, justement, vu que ça va à l'encontre de notre social, ça amène une déconstruction d'une personne, ce qui est quand même important pour le reste de la présentation. C'est que, dans le fond, les véganes ont comme besoin de déconstruire plein de choses qu'on a appris pour reconstruire nos habitudes. Puis oui, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que le véganisme, on pense que c'est récent, que c'est une mode, mais ça existe depuis longtemps. C'est juste que c'est de plus en plus institutionnalisé pour que les gens sachent un peu plus c'est quoi. Parce qu'on est quand même au Canada à 4,5% de personnes qui sont végétariennes, puis près de 2% là-dedans qui sont véganes. Donc, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est quand même considérable. Puis comme j'ai dit, en général, majoritairement de femmes que d'hommes qui sont véganes. On va explorer ça un peu pourquoi avec le reste de ma présentation.
L'antispécisme, ça aussi, c'est un terme important. On peut aussi le penser comme le racisme, le sexisme et tout. Donc, le spécisme, c'est de penser qu'il y a une espèce qui serait plus élevée qu'une autre. Donc, nous, on se mettrait en avant des animaux, ce qui pourrait justifier pourquoi on les exploite pour la nourriture, pour les vêtements et tout ça. Donc, l'antispécisme, à l'inverse, ça stipule que on n'est pas supérieur aux animaux, puis qu'on devrait les considérer comme nous et pas se sentir supérieur à eux. Et dans le fond, dans beaucoup de mes lectures, on voit qu'on est ainsi dans une société spéciste où, dans le fond, il y a un système, on retient le mot système aussi pour le reste de ma présentation, qu'il y a un système qui fait que comme tout est pensé d'une manière spéciste. Donc, notre nourriture, comment on va s'habiller, c'est un système d'exploitation envers les animaux qui participe à notre vie en général. Si on n'y repense pas, c'est l'ordre social, comme je disais tantôt, la norme. Voilà. Le patriarcat est le prochain concept qui permet de comprendre mon sujet. Même chose, le patriarcat, on entend souvent parler de ce mot-là, puis on le dit un peu sans le définir. Dans le fond, c'est vraiment un terme complexe qui aussi fait, comme je disais tantôt, c'est un système qui organise des manières de penser. Donc, le patriarcat justifie, comme on voit, la subordination des femmes aux hommes, puis un mode de production économique et sexiste qu'on a dans la société actuellement. Donc, le patriarcat, il va aussi construire des comportements typiquement masculins et typiquement féminins qu'on doit suivre et qui sont la norme à faire. Donc, oui, donc c'est ça. Ce qui est important, c'est de déconstruire ces notions-là afin de combattre ce patriarcat-là. Puis, comme c'était parce qu'en fait, comme tout système de pression, le patriarcat, il se nie lui-même, puis il s'auto-construit lui-même. Donc, les normes sont tout le temps adaptées pour qu'ils restent en place. Donc, on va voir en quoi le patriarcat aussi contribue à la consommation de viande chez les hommes. En fait, on peut déjà dire que c'est un comportement typiquement masculin qui fait que les hommes vont être plus prompts à manger de la viande que les femmes en général. Voilà. Donc, un concept majeur à mes études, c'est la masculinité. En fait, on peut parler de masculinité au pluriel. Souvent, on parle de la masculinité au singulier comme s'il n'y en aurait qu'une, puis qu'il faut suivre une seule forme. Ce qui est pertinent à parler de masculinité, c'est aussi dans l'optique de déconstruction, comme je disais plus tôt, de déconstruire le patriarcat, de déconstruire tout ce qu'on a appris pour devenir végane, tout ça. Même chose avec le concept de masculinité. Donc, on peut le penser de deux manières, soit singulière ou multiple. En fait, ce qui est juste pertinent de penser la masculinité comme singulière, c'est juste d'en faire une généralité. Donc, il faut faire attention parce que si on pense juste de cette manière-là, on tombe dans une dichotomie qui n'est pas pertinente. Donc, de juste penser que les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Donc, c'est juste que ça nous aide à comprendre des comportements qui seraient normaux chez les hommes en général. Mais voilà. Il n'y a pas vraiment d'autres utilisations à la masculinité singulière parce que sinon, ça peut tomber dans l'essentialisme. Donc, on peut penser que les hommes seraient d'une manière seulement. Voilà, parce que dans le fond, c'est de penser certains signes, certains signaux, certaines normes qui fait que les hommes mangeraient plus de viande, entre autres, que les femmes. Voilà. La masculinité multiple est bien plus intéressante. Il y a plusieurs personnes qui peuvent, plusieurs auteurs, théoriciennes qui voient la masculinité soit comme des scripts ou comme juste différentes manières de le penser. Donc, on peut penser à, par exemple, l'homme fort qui serait associé à la force, le pouvoir, la virilité et bien sûr une forte consommation de viande dans cette optique-là, ou l'homme en santé, ou qu'on penserait qu'il mange moins de viande, ou il fait juste, s'il en mange un peu moins, c'est juste pour faire attention à sa santé, mais quand même en manger parce que ça reste dans les normes d'une masculinité. L'homme sensible, si un homme est plus sensible, a tendance à plus considérer les animaux, donc en manger moins. Là, je vous résume ça très rapidement parce que c'est plus complexe que juste ces petites phrases-là, mais je pense que vous pouvez voir que si on passe à une masculinité plus multiple, ça devient plus complexe, plus intéressant pour étudier pourquoi la viande serait associée ou non au masculin. Ce qui est vraiment pertinent juste à retenir de ça, c'est que
dans le fond, les différentes masculinités interagissent selon une culture différente, une sexualité différente, l'endroit d'où on vient, puis tout ça, ce qui fait que comme ça se construit dans des contextes vraiment divergents. Donc, comme je disais en introduction, que c'est vraiment la nourriture, puis tout ça, c'est vraiment plus complexe que juste ce que c'est comme vraiment culturel, entre autres. Maintenant, je vais vous juste un petit aparté. Dans le fond, je vous recommande, entre autres, ce podcast-là qui s'appelle Les couilles sur la table. Tous les épisodes parlent d'un concept de masculinité, puis le jumelent à un sujet. Donc, si ce que je vous dis aujourd'hui, ça vous intéresse, je vous suggère d'écouter ce podcast-là, qui est sur toutes les plateformes, là, Spotify, tout ça. Je viens de me rappeler, j'ai juste oublié un petit détail. Juste de penser quand on pense aussi aux masculinités, que ça forme une hiérarchie au final, quand on pense, surtout quand on les passe de manière multiple. Donc, c'est pas homogène et c'est pas d'une seule manière. Donc, c'est vraiment une hiérarchie qui fait que comme cette domination-là est en constante adaptation, comme je disais, selon la culture dans laquelle on est. Prochain concept, la virilité. Dans le fond, on peut penser à la vérité puis à la domination masculine ensemble, ce qui fait que souvent, on a tendance à penser que la vérité et tout ce qui est masculin, en fait, c'est plus négatif. Donc, la vérité, ça désigne l'expression collective et individuelle de la domination masculine et serait donc ça ne pourrait pas constituer, une définition positive du masculin. Donc, quand on pense aussi à la virilité, puis au fait que la vérité est aussi associée à la consommation de viande, on peut tous se l'imaginer qu'est-ce qu'un homme viril, c'est avec un steak bien saignant qui vient avec. Donc, c'est ça. Donc, ça démontre, que la vérité est apprise aux garçons puis aux hommes très jeunes, puis que ça définit ce qu'on attend d'eux par la suite. Voilà. Puis, en fait, dans mes lectures, on montre aussi qu'on se pose beaucoup la question, est-ce qu'un homme peut être... pardon, j'ai eu une notification, ça m'a déconcentrée. Est-ce qu'un homme peut être viril sans manger de... est-ce qu'on peut être un homme sans être viril, pardon. Puis, ce qui permet juste d'aller dans le même sens de ce que je disais tantôt, donc de déconstruire qu'est-ce qui est un homme, puis qu'est-ce qui est masculin, dans le sens que c'est pas juste une chose. Donc, je vais juste... Pardon. Donc là, je vais avec juste des petits exemples pour qu'on voit un peu plus concrètement qu'est-ce que je veux dire. Donc, le spécial Ricardo, on voit que c'est un spécial 100% gars. Là, ma photo est un petit peu floue, mais en fait, on voit que c'est juste la viande saignante. Tu sais, il y a comme des hommes, vous voyez, c'est comme qu'est-ce qui serait un peu viril ou comme, voilà, les couleurs, tout ça. Donc, vous voyez que comme il n'y a pas de salade ni d'autre chose que de la viande sur les comptoirs avec du barbecue. Fait qu'on voit qu'est-ce que je veux dire depuis tantôt concrètement. Oui, celle-là aussi, donc on peut faire plein d'allusions sur quoi, comme effectivement les hommes sont considérés comme une hiérarchie, comme je disais tantôt, donc les hommes et les femmes en dessous, et qu'on peut après ça utiliser la viande et les femmes pour des publicités comme vous voyez ici. Même chose ici, dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment des vraies pubs qui existent, qui ne sont pas très vieilles, là. Ça fait peut-être 5, 6, 7 ans. Donc, c'est pas... Voilà, vous pouvez voir ce que je peux en venir avec ma présentation aujourd'hui. Je vais finir en vous parlant de ce magnifique livre qui, je vous recommande si ce que je vous dis vous intéresse. C'est très accessible, puis ça a été publié en français il y a peut-être 3 ans, donc c'est vraiment un classique de la question. Donc, ce qui fait que je vais passer un peu rapidement, là, mais dans le fond, dans ce livre-là, on entend entre autres que comme la viande est toujours une constance dans la vie des hommes et pas des femmes, puis que ça vient souvent avec une symbolique très forte et des valeurs patriarcales qui sont associées, aussi avec le pouvoir. Donc, ça met les femmes dans une relation inégale par rapport à l'homme, par rapport à l'alimentation. Aussi, quand on pense que le travail ménager est souvent associé aux femmes, donc la cuisine. Donc, on met les femmes dans une situation où on faut servir la viande aux hommes, plus que l'inverse.
Par ailleurs, les émotions sont souvent associées aux femmes en général, ce qui fait que, comme vu que les hommes sont moins enclins à avoir leurs émotions pour penser à leur nourriture, ce qui expliquerait pourquoi il y a moins d'hommes que de femmes qui sont véganes ou qui ne mangent pas de viande. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est important comme une sensibilité parce que cette empathie-là expliquerait pourquoi on devient végane, parce qu'on se met à la place des animaux qui ressentent cette douleur-là quand on les mange. Donc, ce qui expliquerait effectivement pourquoi la viande est associée davantage aux hommes qu'aux femmes. Et finalement, ce qui expliquerait aussi pourquoi on associe majoritairement la viande aux hommes plus qu'aux femmes, c'est le concept de performativité de chez Butler qui peut être utilisé dans cette circonstance. Donc, Butler affirme que le genre, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on performe à tous les jours par les normes qu'on est inculquées. Comme je disais tantôt, ces normes-là ne sont pas figées, ils s'adaptent pour que le système patriarcal reste en place. Puis c'est entre autres les comportements autour de la viande qui expliqueraient le genre. Donc, tu sais, en fait, c'est que, comme je disais tantôt, la viande est associée aux hommes, donc ce qui fait que les hommes vont performer leur genre en continuant à manger de la viande. Donc, ce qui fait en sorte que comme manger de la viande serait considéré comme étant naturel chez les hommes, on ne le questionne pas, tout comme l'hétéronormativité qui viendrait avec, entre autres, majoritairement, puis le système hétéropatriarcal des masculinités. Donc, puis ça contribuerait à être un pilier de la culture patriarcale puis de la masculinité hégémonique qui domine tout ça. Voilà, donc ce serait la fin de ma présentation. Juste pour vous dire en fait qu'avec tout ça, là, je vous ai présenté seulement mes lectures préliminaires parce que je ne suis pas rendue à mon analyse en fait. Donc, qu'est-ce que je compte faire avec ça en fait, c'est d'étudier avec des hommes véganes comment ceux-ci peuvent construire leur masculinité, comment ils la voient aujourd'hui malgré toute cette déconstruction-là qui vient avec les normes, en fait, d'aller à l'encontre de normes associées à leur genre. Donc, voilà. Bien, merci Joël pour cette présentation. Je pense que c'était bien agréable là, de voir ton emploi des référents culturels comme Ricardo. Ça vient exemplifié. Charlie, est-ce qu'on aurait des questions? Je pense que Catherine, tu as levé la main. Oui, j'ai levé ma main. D'abord, merci pour cette très intéressante présentation. Puis moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans tes lectures, tu as vu quelque chose par rapport... Dans le fond, est-ce que la tendance des femmes à adopter le véganisme peut être liée à la forte pression qu'elles ont de se mettre au régime, par exemple? Ben, c'est... Oui et non, parce qu'en fait, il y a l'espèce de le côté véganisme qui est plus par rapport à la santé, fait que ça peut être identifié à ça, oui. Ce que je vois aussi beaucoup, c'est par rapport aux émotions qui sont associées aux femmes, puis à quoi le travail ménager, donc le travail relié à la cuisine, est associé aux femmes, donc c'est elles qui s'en occupent. Donc souvent, on peut faire le lien que s'il y a une pression, et fait, ça, je suis d'accord avec toi qu'il y a une pression au régime, puis comme à garder une ligne, puis tout ça, ben, ça serait elle qui en aurait la responsabilité. Sauf que souvent, tu sais, ce que j'ai pas parlé, c'est que parce que c'est aussi un aspect que je vais mettre dans ma recherche, mais j'avais pas nécessairement le temps et j'ai fait des choix là, ici, mais tu sais, dans un couple hétérosexuel, dont on a vision l'hétérosexualité tout à l'heure, ben oui, c'est la femme qui s'occupe de la nourriture, mais c'est l'homme qui a comme principalement un pouvoir parce que dans son genre, c'est plus associé d'être genre de manger de la viande puis d'en demander. Donc la femme, parce qu'elle s'occupe de la nourriture, bien souvent c'est puis tout le travail du care qui vient avec, mais voilà, c'est de répondre aux besoins du conjoint. Donc ça, c'est dans une masculinité qui serait dominante. Si on a un homme qui a une masculinité plus sensible ou qui est plus comme enclin, peut-être que ça serait différent, mais là, c'est vraiment dans une optique d'une masculinité dominante. Fait que oui et non, je te dirais. OK, on a encore un peu de temps pour une autre question. J'ai vu des mains levées qui ont disparu. Je ne sais pas si les questions étaient toujours là. Non, je te redonne la parole, Alexis, alors.
D'accord, merci. Bien, on serait maintenant rendu au clou de la soirée, j'ai le goût de dire. Madame Catherine Dumont-Lévesque, une présentation qui s'intitule est-ce que, Catherine, tu voulais partager ta présentation ou tu Ouais, veux... moi, j'essaie d'enlever la mienne, je suis désolée. C'est bon. Euh, Ouais, donc tu me disais, est-ce que tu veux que je partage ton... Je peux le faire. Ça va peut-être Ok. prendre une seconde de plus, par contre. Pendant ce temps-là, je vais te présenter Catherine Dumont-Lévesque, c'est une étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi autrice et recherchiste pour le musée régional de Kamouraska, dans la région de Kamouraska. Et sa présentation s'intitule Filles d'aujourd'hui et d'hier, évolution du discours sur la contraception. Donc, si tout fonctionne, bien, je te laisse la parole. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Juste, Oui? OK. juste s'assurer que le son, là, il va sortir. Fait que fais un petit test, puis on va voir immédiatement. Sinon, je partagerai à partir d'ici. Bonjour, c'est à toutes. Ça fonctionne-tu? OK, parfait. C'est parti. Vraiment plaisir de participer à cet épisode de Bistro Brain. Moi, je m'intéresse à l'histoire de la sexualité au Québec et plus précisément à l'histoire de la sexualité adolescente dans les années 1980. Et aujourd'hui, je vais vous parler de clichés sexuels. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Donc, pour commencer, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment on fait une recherche historique pour celles et ceux qui n'en ont jamais fait et qui se le demandent. Après ça, ça va être ma partie préférée parce que je vais vous parler de l'histoire de la sexualité au Québec en un condensé vraiment rapide parce qu'autrement, ça prendrait une session de cours au complet. Après ça, je vais vous parler de la source que j'ai analysée pour mon mémoire de maîtrise, c'est-à-dire le magazine pour adolescentes qui s'appelle Filles d'aujourd'hui. Et j'ai intitulé les deux parties suivantes « Planifier sa sexualité et effacer le désir féminin ». On me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que... Je pense qu'on va peut-être juste essayer de le partager sur... on a une copie de sauvegarde, donc on va essayer ça comme ça. Ce sera pas bien long. Ouais, comme ça ici. Donc, est-ce qu'on me confirme qu'il y a du son qui sort, s'il vous plaît? À toutes, ça me fait vraiment plaisir de participer à cet épisode de Bistro Brain. Ouais, c'est bon. L'histoire de la sexualité. Juste me dire où on était rendu, puis je vais l'avancer, puis on va... Quelqu'un... Julie, Marjorie, peut-être, m'a guidé. J'ai eu des problèmes techniques. Donc, ça peut bien long. Mais en fait, moi, Alexis, je vois pas ton écran, je vois encore celui de Catherine, je pense. Ben, en fait, moi, j'ai partagé la présentation, donc... Mais si je fais ça, est-ce que vous entendez quelque chose? Ouais? Ouais. OK. 1 minute 37. Merci, Marjorie. À peu près comme ça. Puis c'est parti. Mais toutes les sources sont valides et sûrement. On n'entend plus. Et comme ça? Oui, mais je sais pas. Pour moi, le son, il n'est pas fort. Comme ça? Ah oui. Oui. On peut faire rien. Dans ces journaux-là. Ensuite, il faut se poser une question de recherche. Dans mon cas, je me suis demandé si cette revue regorge autant d'informations sur la sexualité et les méthodes de contraception
est-ce que c'est vraiment pour que les jeunes filles aient une sexualité plus épanouie ou plutôt pour qu'elles prennent en charge la contraception? Ensuite, il faut déterminer ce que sa recherche va apporter. Si ça vaut vraiment la peine de faire une recherche sur ce sujet-là et si ça n'a pas déjà été fait. Donc, il faut lire tout ce qui s'est déjà dit sur le sujet. Dans mon cas, il y a beaucoup d'études sur la sexualité au Québec jusqu'en 1970, parce que les années 1970, c'est vraiment identifié comme étant la révolution sexuelle. Par contre, il n'y a pas encore vraiment d'études. Moi, Alexia, on voit pas le visuel, désolé. Le visuel? Et la dernière... Non, je vois pas du tout la présentation. Peut-être je suis la seule, je sais pas. OK, bon. OK, peut-être que je comprends. Là. Dans le fond, c'est... C'est ça. Catherine, je sais pas si tu veux départager ton écran, peut-être. Ça doit être ça qui empêche... Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je pense qu'il manquait l'option d'ajouter le son. Donc, on va recommencer ça. C'est pas plus dramatique que ça. Ça arrive. C'est les joies de la technologie. Donc, Catherine, est-ce que tu veux départager ton écran, s'il te plaît? D'accord. On s'excuse vraiment de cet inconvénient. Puis, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne? OK. L'étape, c'est d'émettre des hypothèses et de prouver qu'on a raison. Ça fonctionne. Donc, voici maintenant mon bout préféré où je vais vous parler de l'histoire de la sexualité au Québec. On va se concentrer aujourd'hui sur le 20e siècle parce que sinon, ça serait vraiment trop long. Ce qui est drôle dans l'histoire de la sexualité au Québec, c'est que les personnes qui parlent de sexualité au Québec n'ont souvent pas de sexualité. C'est souvent des évêques et des curés. Et jusqu'en 1930, selon ces messieurs-là, la sexualité doit absolument pas se passer dans le plaisir, sinon vos enfants vont être des enfants de Satan et vous allez brûler dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Par contre, au tournant des années 1940, les curés et les évêques se mettent à parler du plaisir sexuel comme étant une composante essentielle du bonheur conjugal. C'est sûr qu'on reste dans une sexualité qui est exclusivement maritale, hétérosexuelle et qui doit viser la procréation, mais par contre, c'est quand même bien qu'on se mette à parler de plaisir. Et les personnes qui parlent de sexualité dans l'espace public vont énormément parler de la passivité des femmes dans l'activité sexuelle. Donc, on dit que les femmes sont plus pures, n'éprouvent pas de désir, qu'elles sont plus vertueuses que les hommes. Et à l'époque, les femmes ont vraiment un rôle de transmission des valeurs catholiques dans la cellule familiale. Donc, c'est normal qu'on les conçoive comme étant plus droites que les hommes, mais surtout, elles ne sont pas perçues comme des êtres sexuels. Aussi, cette description-là des rôles sexuels, c'est un petit peu le reflet des rapports sociaux de sexe de l'époque parce que les femmes sont souvent dans une position de subordination face aux hommes. Donc, il ne faut pas oublier que les femmes mariées doivent obéissance à leur mari et que cette loi n'est modifiée qu'en 1964. Et vous avez bien entendu 1964. Sauf que une sexualité comme celle-là, qui est presque entièrement tournée vers la procréation, ça commence à faire beaucoup de bébés. Et les gens sont un petit peu tannés, ils ont envie d'une vie un petit peu moins compliquée. Donc, les couples cherchent depuis longtemps une façon de réguler les naissances et c'est le fun parce que la pilule contraceptive, une méthode qui, pour la première fois, est réellement efficace, commence à circuler au Québec. Sauf que, en 1968, il y a le pape Pie XI qui va promulguer un encyclique qui s'appelle Casti Connubii. Un encyclique, c'est une espèce d'appel à tous dans lequel le pape réitère l'interdit autour de la pilule contraceptive et dit que le but premier du mariage, c'est la procréation. Il y a quelques méthodes de contraception qui sont approuvées par l'Église catholique, comme l'abstinence, mais ça, personne n'aime ça. Au moment où Casti Connubii est promulgué, la société a un petit peu changé et les femmes sont tannées d'être enceintes pendant toutes leurs années de fécondité. Donc, les femmes vont faire fuck you, Pie XI, on va se gérer comme on veut, puis on va arrêter de produire des bébés à la chaîne. Dès la deuxième moitié des années 1960, il y a 90% des Québécoises qui utilisent une méthode de contraception. Donc, l'usage de la contraception se démocratise. Donc, si on arrive en 1980, ça veut dire que pour la première fois au Québec, il y a vraiment une génération de jeunes filles qui peut vivre sa sexualité sans l'impératif de la procréation et en dehors du cadre du mariage.
ce qui va faire capoter ben raide la génération plus âgée qui écrit filles d'aujourd'hui. Donc, on va trouver un moyen d'éduquer les filles sur la contraception parce qu'on a vraiment peur que ces jeunes filles-là se jettent dans la sexualité sans avoir planifié les relations sexuelles et qu'elles deviennent enceintes involontairement ou qu'elles contractent des maladies transmises sexuellement. Dans une société où il n'y a plus vraiment de force coercitive qui vient dire aux individus, et plus particulièrement aux femmes parce que leur sexualité est toujours un peu plus suspecte, quoi faire et comment le faire, le magazine féminin devient une manière d'éduquer les gens sur certains enjeux et de les socialiser à adopter une conduite qui est approuvée. Et on va vraiment répéter aux filles qu'elles ont un rôle de planification des relations sexuelles et on va aussi beaucoup parler des risques qui peuvent découler des relations sexuelles non préparées. Donc ici, on a une citation de la part d'un médecin qui date de 1982. Et fait intéressant, c'est que dans le fait d'aujourd'hui, il y a plein d'experts et d'expertes qui sont sollicités, mais ces personnes-là ne sont pas toujours nommées. Donc on va dire, un sexologue a dit ça, un psychologue a dit ça, mais est-ce que ces personnes-là existent vraiment? Ça, on ne sait pas vraiment. Donc ici, on a un médecin qui nous explique que la plupart des jeunes qui font l'amour pour la première fois n'emploient pas de contraceptifs. Mais d'autres problèmes peuvent surgir lorsque des jeunes immatures font l'amour. Les premières relations sexuelles, les relations sexuelles précoces, s'accompagnent d'excitation et d'appréhension. Si l'on ajoute à cela que ces expériences se passent dans des autos ou dans des endroits peu confortables, elles se transforment en rencontres décevantes qui n'engendrent que des regrets. Il en résulte que beaucoup de jeunes se jugent maladroits, impuissants, frigides, homosexuels et le reste. Donc, morale de cette histoire, regarde tous les bad shit qui pourraient arriver si tu entrais dans la sexualité sans l'avoir planifié et sans avoir attendu d'être prête. Ici, j'ai une autre citation pour vous qui donne un peu le ton général de filles d'aujourd'hui lorsqu'on parle de sexualité adolescente. Donc, comme vous le verrez, on va beaucoup jouer sur le sentiment de culpabilité des jeunes filles pour leur dire « il faut vraiment que tu penses à ta shot avant d'avoir des relations sexuelles ». Les activités sexuelles résultent d'une décision consciente. On n'y succombe pas comme on tombe en amour. Il ne s'agit définitivement pas d'un engagement sur lequel on se leurre soi-même. Il ne s'agit pas non plus d'utiliser comme excuse l'influence des autres filles, les avances du mâle entreprenant pour nier ta propre responsabilité dans la décision que tu as à prendre. Es-tu vraiment prête à te livrer à des activités sexuelles? Avant de répondre, apporte une attention particulière à ce que la majorité des jeunes filles ont à dire sur le sujet. La plupart des filles qui terminent leur secondaire, environ 60% selon certaines études, ont répondu non à la question de l'engagement sexuel. Donc, environ 60% selon certaines études, c'est vraiment difficile à vérifier si c'est fondé ou non. Donc, au fond, si vous faites l'amour trop jeune, vous allez devenir homosexuel ou pogner une maladie. Par contre, on va toujours continuer à donner beaucoup d'informations aux jeunes sur la contraception parce qu'on vise en réalité la réduction des méfaits. On se dit que peu importe ce qui arrive, les jeunes vont avoir des relations sexuelles de toute façon. Donc, c'est mieux qu'elles sachent comment leur corps fonctionne et cette éducation-là passe vraiment par les filles. Donc, à la même époque, il n'y a pas de revue pour les garçons pour leur dire comment bien gérer. Aussi, une deuxième stratégie, ça va être de répéter aux jeunes filles que les femmes n'ont pas de désir sexuel et que ce qui importe pour elles, c'est vraiment l'engagement et l'amour. On va aussi beaucoup les mettre en garde contre le désir sexuel des garçons qui est apparemment explosif et vraiment difficile à contrôler. Donc, pour les garçons, dans la revue, c'est vraiment facilement admis qu'ils peuvent vouloir avoir des relations sexuelles seulement pour le plaisir et avoir beaucoup de relations sexuelles avec des filles différentes qui ne sont pas nécessairement leurs blondes parce que pour eux, c'est vraiment une façon d'affirmer leur virilité. Au contraire, les filles, elles, sont douces, passives, gentilles et amoureuses. Donc, vous comprenez qu'on reprend exactement les vieux clichés utilisés par les curés et les évêques en 1940. Donc, ici, j'ai une petite citation pour vous qui date de février 1989. Pour plusieurs gars, la seule chose qui semble avoir de l'importance, c'est le sexe. Ils peuvent dire à une fille qu'ils l'aiment, mais dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est faire l'amour avec elle. Alors que pour nous, les filles, ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments. Effectivement, à la période de l'adolescence, le sexe semble plus important pour les gars que pour les filles. Les désirs sexuels de l'adolescent sont en général assez élevés. Il peut ressentir du désir pour une fille qu'il n'aime pas. Et pour cette dernière phrase,
c'est vraiment intéressant parce que l'équation ne fonctionne pas à l'envers. Donc, c'est vraiment impossible, selon les gens qui écrivent pour la revue, qu'une jeune fille puisse vouloir avoir des relations sexuelles avec un garçon qu'elle n'aime pas. Et c'est ça, en conclusion, j'ai fait cette recherche-là parce que je trouvais que même aujourd'hui, la sexualité est toujours une chose qui donne de la valeur aux hommes et qui en retire aux femmes. Et ce, même si on a accès à plein de moyens de contraception vraiment variés qui nous permettent d'avoir une sexualité sans se casser le bessic. Et même encore aujourd'hui, il y a peu de méthodes de contraception pour les hommes et celles qui existent sont très peu utilisées. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour les femmes de faire reconnaître qu'elles ne l'ont pas cherché quand elles ont été agressées. Et la sexualité féminine est toujours contrôlée par plein de balises invisibles qu'on appelle des clichés sexuels. Donc, si on fait une petite recherche historique, on se rend compte que ces clichés-là remontent à vraiment très loin dans notre passé. Voilà. Bon, ben merci pour cette vidéo, puis on s'excuse encore une fois là, pour les problèmes techniques. On demandera peut-être à Catherine là, si elle va nous renvoyer la vidéo, puis qu'on puisse la mettre sur notre chaîne ou notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Donc, Catherine est disponible pour répondre à vos questions. Encore merci pour la présentation. Est-ce qu'on avait des questions pour Mme Dumont-Lévesque? Joël, tu peux y aller. Allô. Donc, je me demandais en fait s'il y avait quelque chose parce que, je veux dire, on s'entend comme, tu sais, je te connais un peu puis je sais que tu es féministe de base, donc j'imagine que comme il y a plein de choses que tu t'attendais à lire, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta recherche qui t'a vraiment surpris de soit voir beaucoup dans la revue ou comme quelque chose que tu t'attendais pas à voir dans les clichés puis que finalement, en tout cas, peu importe, mais quelque chose qui t'aurait surprise? Moi, je m'attendais à ce que ça soit pas autant conservateur, parce qu'on est quand même en 1980. On n'est pas dans les années 50. Puis pourtant, il y a vraiment des références comme à la foi religieuse, puis des trucs comme ça. Mais la chose la plus surprenante que j'ai vue puis qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'à un moment donné, il y a une jeune fille qui écrit à la revue pour dire « Ah, toutes les filles de telle école sont lesbiennes apparemment, puis nanana ». Puis le numéro suivant, il y a plein de jeunes filles qui écrivent en masse là, par dizaines pour dire « Hey, c'est pas vrai, on n'est pas lesbiennes », puis blablabla. Puis la courriériste qui tient ça confirme un peu les jeunes filles là-dedans en disant comme vous avez bien fait de défendre votre réputation. Puis ça, c'est la chose qui m'a le plus comme vraiment bamboozlée, mais comme sinon, je ne m'attendais pas à ce que, justement, le discours sur la sexualité des jeunes filles soit autant culpabilisant puis aussi comme conservateur. Voilà. Merci. De rien. Tu peux y aller, Alexis. Oui, je vais me permettre une question. En fait, on sait que là, Café d'aujourd'hui, c'est un magazine qui date des années 1980. Est-ce que ça t'arrive d'échanger avec des gens qui ont lu le magazine puis de un peu percevoir leur perception oui. à eux et à elles de cette lecture-là que tu fais aujourd'hui? Ma directrice de maîtrise était abonnée à cette revue-là, puis c'est elle qui m'a suggéré de prendre ça parce que justement, elle savait qu'il y avait beaucoup d'informations sur la sexualité, mais je pense qu'elle ne se souvient pas nécessairement d'avoir lu ça. Puis je pense aussi que quand on est jeune, on lit plein de choses absolument comme... On n'a pas le jugement comme pour faire « Oh mon Dieu, ce que je suis en train de lire, c'est vraiment genré ou c'est vraiment stéréotypé. » Fait que ça m'est jamais arrivé de tomber sur quelqu'un vraiment qui me dise « Ouais, quand je disais fille d'aujourd'hui, je trouvais ça bien niaiseux. » Mais ouais, c'est ça. Super, merci. Samy, tu peux y aller? Oui, merci. Merci Catherine. Écoute, tu as fait une excellente présentation. C'est hyper intéressant. Merci. Moi, je m'intéresse aussi aux approches historiques. En fait,
Ce que nous avons en sciences infirmières, ils font souvent des approches dites les histoires orales. En fait, ils font des entretiens avec les gens, puis ils essaient de construire l'histoire à travers les dires, s'il n'y a pas de documentation. Toi, en fait, est-ce que tu t'es juste basé sur des documentations ou tu vas faire des entrevues comme... Au début de ma maîtrise, je voulais vraiment comme faire une enquête orale parce que je trouve que c'est une méthode extraordinaire pour justement aller chercher les récits des femmes. Mais je me suis rendu compte que dans ce que je voulais faire, c'était comme pas pertinent. Fait que j'ai vraiment juste analysé comme des documents papier, les revues Filles d'aujourd'hui. Puis je trouvais ça vraiment intéressant dans ta présentation, justement, parce que j'ai toujours entendu des gens dire comme ah, il y a de plus en plus d'homosexuels aujourd'hui, mais si on fait un retour en arrière, puis si on fait une analyse historique, on se rend compte qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens se sentent plus à l'aise de faire un coming out aujourd'hui. Puis je trouve que l'histoire, c'est souvent une solution pour expliquer justement des phénomènes qui sont actuels. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans ta présentation. Merci beaucoup, Catherine. De rien. On avait une autre question dans le chat qui demandait pourquoi tu as choisi la période des années 80? Parce que, en fait, je l'expliquais dans le début de la présentation qui a été perdue dans la brume au début. Mais c'est ça, dans le fond, les historiennes et les historiens se sont beaucoup consacrés aux années 1970 parce que c'est vraiment comme identifié comme étant la révolution sexuelle. Mais les années 80, ça semble pas si éloigné dans le temps. Puis, il n'y a pas vraiment d'études sur l'histoire de la sexualité en 1980. Fait qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est la suite des années 1970. Fait qu'avec ma directrice de maîtrise, on en a discuté, puis on s'est dit que ça serait bien justement de se pencher sur cette période historique-là. Je pense qu'on a le temps pour une dernière, Audrey-Anne, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour. D'ailleurs, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. C'est pas vraiment une question, mais plus comme un commentaire. Tu sais, on voit encore aujourd'hui, si on peut prendre par exemple le vidéoclip de Cardi B, WAP, qui a semé comme une grosse controverse, alors que, tu sais, quand on regarde les rappers avec toutes les filles qui twerk, ça, c'est pas grave. Donc, je pense que c'est vraiment important, justement, de ressortir ces aspects-là de qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la construction des stéréotypes sexuels, puis d'amener, OK, c'est ça que ça a formé notre monde aujourd'hui. Donc, merci de mettre le doigt là-dessus. Je pense que c'est vraiment important. Ça fait plaisir. Puis justement, je trouve que c'est un bon exemple de nommer ce vidéoclip-là parce que j'ai l'impression que quand les femmes, justement, essaient de reconquérir, ben, pas de reconquérir, mais de prendre le contrôle de leur sexualité, c'est toujours vu comme une chose vraiment comme grossière, puis c'est toujours vu négativement, mais justement, comme les hommes sont si peu sexualisés que c'est... Quand ils font des choses comme ça passe très bien. Fait que, ouais, c'est ça. Merci pour les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, Charlie? Non? Ah, je pense que Mme Olfa Latiri. Allô, merci pour la présentation, Catherine. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans cette étude, est-ce qu'il y a eu d'autres revues qui étaient considérées? Au début, je voulais analyser la revue Châtelaine parce que ça s'adressait plus à des femmes adultes, puis je voulais comme comparer les deux. Mais finalement, je me suis rendu compte que analyser juste Filles d'aujourd'hui, c'était tellement comme substantiel, toute l'information que j'avais, qu'il fallait juste que je prenne ça, en fait. Donc, c'est que Filles d'aujourd'hui. Moi, ma remarque, c'est par rapport à la recherche. C'est comme lorsqu'on dit il faut vraiment développer plusieurs sources d'informations. Est-ce que, parce que ça risque de biaiser, de dire, OK, on a pris juste une revue, puis peut-être la tendance dans cette revue, c'est vers ça. Est-ce que c'est un point qui a été considéré dans la recherche? Oui, que le Filles d'aujourd'hui, c'est comme ma source première, ma source historique, mais j'ai aussi croisé plein d'études que les historiennes et les historiens ont produits pour vraiment comme un peu essayer de recréer le contexte des années 1980, mais c'est sûr que ce que j'ai analysé, c'est un discours. Puis on ne sait pas comment les jeunes filles ont intégré les messages qui étaient exprimés. Puis ce qu'on retrouve dans Filles d'aujourd'hui, c'est une norme, en fait. C'est les normes qu'on souhaite
les normes sexuelles qu'on souhaite pour les jeunes filles. Mais est-ce que c'était vraiment la réalité? Ça, c'est justement une enquête orale permettrait de le vérifier. Mais le discours général, comme ambiant sur la sexualité des jeunes adolescentes, c'est en fait, c'est ce que je vais développer davantage dans mon mémoire de maîtrise. Parfait, merci. De rien. Merci pour cette dernière question. C'est ce qui m'a fait à l'événement. Donc, on remercie là, les près de 51 personnes, je pense, dans le top qu'on a eu. On est vraiment content de votre présence, encore une fois, pour ce deuxième événement de Bistro Brain en ligne. On est un organisme de vulgarisation scientifique qui a également un projet de faire un podcast de vulgarisation scientifique. Donc, dans la section de chat, à l'instant, vous allez voir Marjorie va partager le lien Spotify. C'est aussi accessible sur la plateforme Apple puis Google Play, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien puis donner une petite écoute, un petit 5 étoiles sur Apple si vous voulez. C'est des courts épisodes là, avec les 3 types de contenu. On a de l'actualité, des chroniques et des entrevues. Justement, notre dernier épisode était avec Catherine comme personne interviewée. Et on vous invite aussi là, sur notre page Facebook. On a aussi un petit formulaire d'appréciation pour ceux qui le souhaitent. C'est 1 minute tout au plus. Ça ne vous demande pas beaucoup de choses, mais nous, ça nous aide énormément. C'est pour améliorer notre qualité de présentation. Vous savez, c'est notre deuxième présentation en ligne, donc on apprécie vraiment le feedback. Puis sinon, notre plateforme principale pour la communication, c'est Facebook. Donc, on vous invite à nous suivre sur celle-ci. Et autrement, je souhaite encore une fois une bonne soirée et merci de votre présence. J'inviterai aussi